Here's Blake to Roy. This is for the Drexler. Oh, no! It counts, and Drexler. The Portland Trail Blazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! Bonjour à toutes et à tous, épisode 6 du Ripcast aujourd'hui, et en ces temps particuliers, on essaye de vous apporter un peu de contenu pour occuper vos journées confinées. Nous recevons aujourd'hui un invité pour parler de Portland et des Trail Blazers. Il arpente les États-Unis depuis maintenant plusieurs années, journaliste pour l'un des médias de référence en France concernant la NBA. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Laurin, correspondant à Portland pour Basket USA. Bonjour Emmanuel. Salut Lilian, salut tout le monde. Alors on va revenir avec toi tout d'abord sur ta carrière qui t'a mené jusqu'en Oregon. On parlera bien évidemment des Blazers, de ta relation avec la franchise, mais aussi de ta vie à Portland. Je n'en dis pas plus et on est tout de suite parti pour le 6e numéro du Ripcast. Alors Emmanuel, si tu le veux bien, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, à propos des Blazers et de ton travail à Portland, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, puisqu'il faut savoir que tu as pas mal voyagé avant de t'installer à Portland? Tout à fait, oui. J'ai commencé en fait vraiment à partir aux États-Unis en 2006. J'ai fait ma scolarité en Poitou-Charentes et à l'époque, j'étais donc à Poitiers, à l'université de Poitiers, qui proposait des échanges universitaires avec l'Oregon. Et du coup, j'ai eu la chance de partir à Eugene pendant 1 an. Et donc, j'ai vécu mon petit rêve américain en voyant les premiers matchs NBA. Bon, c'était pas la grande époque des Blazers, si vous vous souvenez. 2006-2007, c'est Sébastien Telfair, Kriapa et autres, donc pas Gégène. Et c'était aussi le début de Brandon Roy. Ouais, voilà, mais bon, c'était mes premiers matchs NBA, donc j'étais tout content. Et après ça, du coup, j'étais accro, quoi. Du coup, je voulais toujours revenir. Et j'ai fait plusieurs allers-retours avec l'Oregon. Et puis ensuite, j'ai basculé sur l'Oklahoma à partir de 2009. Là, c'était encore une fois dans le cadre de mes études. Je voulais faire des recherches. Et je voulais aussi, en même temps, faire mes recherches en histoire-sociologie. Je voulais aussi être capable de voir des matchs. Et l'Oklahoma, c'était le bon deal parce que il y avait le Thunder qui venait d'arriver. Et puis, c'était un État qui n'est pas très cher. Et donc, pour moi, c'était l'occasion parfaite. Et du coup, j'ai commencé vraiment à écrire, par exemple, pour Basket USA à cette époque-là. En 2009, j'ai fait mon premier article, vraiment en envoyé spécial. Et ensuite, j'ai enchaîné par derrière avec tout ça. Et beaucoup d'allers-retours à Oklahoma, où j'ai fait des finales aussi, San Antonio, etc. Mais c'était vraiment le début, voilà. Mais pas à Portland, tu vois, au début, c'était vraiment l'Oklahoma. Et donc, justement, quand tu es arrivé à Portland, c'était en 2016. Exact. Quelles ont été tes premières impressions sur la ville et sur l'ambiance en général de la région? Bah, écoute, comme je te disais, je connaissais un petit peu déjà, puisque j'étais venu en 2006-2007. Et du coup, on avait fait de Eugene avec les copains à l'époque, on avait fait plusieurs sorties sur Portland. Et je te cache pas que Portland à l'époque, alors évidemment, c'était, comme je te disais, les Blazers pas folichons, mais en plus la ville, le centre-ville de Portland, j'en avais des souvenirs assez tristes. Le centre-ville très mort et il n'y a pas grand-chose à y faire. Mais quand je suis revenu, j'ai vu la ville complètement changer. Alors il y a beaucoup plus d'activités, de choses à faire. C'était beaucoup plus moderne aussi, en tout cas sur ce que j'en avais vu. Et bon, j'avais une expérience complètement partielle, quoi, du coup, de la ville. Et de revenir il y a 3 ans maintenant, 4 ans, c'était quelque chose où j'ai vraiment changé mon point de vue.
et j'ai vu un petit peu plus en profondeur tous les aspects de la ville. Et effectivement, c'est une ville super sympa à vivre, beaucoup de parcs, puis bon, la nature partout autour. Donc, c'est une ville assez fantastique pour ça. Et toi, tu résides dans le centre-ville de Portland? Non, non, moi je suis resté. Alors, j'ai fait. Là, c'est mon troisième domicile, si on peut dire. Et là, je suis dans le nord-est, donc pas trop loin de l'aéroport, si on voit grosso modo. Et du coup, j'ai fait le South-East aussi, le sud-est, pendant 1 an. Et j'avais commencé au nord-est. Et puis, au tout début, quand on est arrivé, on était dans la banlieue sud-sud. Donc là, c'est carrément un autre village, entre guillemets. Et donc, bon, on a fait un petit peu tous les quartiers. Mais en fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas voir Portland, enfin les villes américaines en général, comme les villes européennes, dans le sens où le centre-ville, en fait, c'est un centre d'activité, mais très peu de gens vraiment y habitent en tant que tel, et c'est beaucoup plus autour de la ville et des résidences vraiment très, comment on dit, des banlieues qui s'étendent sur des kilomètres, c'est assez tentaculaire. Oui, il y a vraiment le centre, les centres-villes qui sont plus le cœur économique. Et après, Voilà. autour, tu as les pavillons où il y a plus l'activité sociale et les gens qui habitent. Donc maintenant qu'on a un peu posé les bases, on va un peu plus se recentrer sur les Blazers. Avec plaisir. Est-ce que pour débuter, tu peux nous raconter comment ça se passe un soir, tout simplement un soir de match au Moda Center? Alors, du coup, je regarde mes notes. Non, mais alors, pour le dire, soir de match, faut relativiser, puisqu'en fait, ça peut commencer dès le matin. Dès le matin, tu peux avoir le morning shoot-around, comme ils disent. Et du coup, alors ça dépend des équipes. Les Blazers, évidemment, si tu veux les voir, il faut que tu ailles dans à leur centre d'entraînement là, qui est à l'extérieur de la ville. Hein. Donc ça, c'est un peu compliqué pour moi parce que, comme je te dis, j'ai un autre travail aussi à gérer. Donc du coup, le shoot-around, j'y vais quand je peux. Et là, du coup, c'est intéressant pour avoir des joueurs plus longuement. Mais du coup, c'est l'équipe adverse. Ce n'est pas forcément les Blazers. Mais sinon, du coup, après, tu arrives donc au soir de match en tant que tel. Et là, du coup, ça commence dans l'idéal 3-4 heures avant le match. Tu peux arriver donc au Moda Center. Ils ouvrent les portes voilà, pour les médias. Donc là, tu peux prendre tes marques, tu poses ton sac et tout. Et puis, tu peux aller déjà sur le terrain et tu vois alors à la fois qu'il y a des joueurs qui s'échauffent déjà. Il y a les pom-poms qui s'échauffent aussi. Il y a tout un tas de préparations qui se font. Tu vois le mec qui s'échauffe aussi pour l'hymne national, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont sympas à voir, les coulisses. Et puis, donc, à un moment donné, donc, je crois que c'est vers 2h30, peut-être un peu avant, 2h, 2h30, il y a l'intervention des coachs. Donc là, c'est le premier truc où il faut être. Donc, tu as Terry Stotts en général qui parle devant le vestiaire des Blazers. Donc là, tu te rends devant les Blazers. Tu peux poser des questions donc, en pré-game. La même chose, un quart d'heure plus tard. Donc, ça dure en général un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Et après, tu fais la même chose avec le coach visiteur. Donc, tu poses tes petites questions pareil. Tu es dans les couloirs du Moda. Hein, tu es vraiment dans le ventre de la bête. Et du coup, tu poses tes petites questions. Et là, ça peut être sympa aussi pour moi. Moi, je fais pas mal de papiers sur les Français. Donc, pour les coachs extérieurs, les coachs adverses, je pose des questions comme ça sur les joueurs français en avant-match. Comme ça fout pas le bordel en après-match. Donc, comme ça, c'est fait. Et puis, du coup, après c'est là où… Alors, c'est normalement intéressant, mais ça devient de plus en plus compliqué. Ils ouvrent les vestiaires. Donc, après les deux coachs, hein, tu parles aux deux coachs. Et après, les vestiaires s'ouvrent. Et donc là, normalement, dans la lettre du règlement, on peut discuter avec les joueurs, mais la plupart du temps, en pratique, on n'a pas du tout… les joueurs sont soit trop concentrés, soit ils te disent non, ou soit ils sont carrément planqués en train de se faire masser, en train de se faire strapper, tout ce que tu veux. Et du coup, en avant-match, grosso modo, à part si c'est un Français, tu peux lui parler vraiment tranquillement, parce qu'ils sont assez ouverts en général. Soit les joueurs ou les Européens, tu peux les avoir un petit peu.
Mais les Américains, en général, tu peux laisser tomber direct. Ils vont pas te parler en avant-match et ils vont te dire non, parle-moi après le match. Et donc ça se termine assez rapidement, en général, cette petite session de vestiaire. Et après, c'est les échauffements. Hein. On suit les échauffements, surtout des gros joueurs. Hein. Je prends souvent l'exemple de Steph Curry. Hein. Quand il vient, les échauffements, c'est un événement. Donc, C'est toujours il y a un petit spectacle. Voilà. Non, mais c'est hallucinant parce que même les spectateurs, ils sont là beaucoup plus en avant. Et je dis pas que c'est à Portland, mais c'est ailleurs aussi. Quand justement Steph Curry est là, tu vois trop de fans des Warriors. C'est assez. Enfin moi ça m'agace parce que tu les vois jamais ces fans et tout d'un coup ils sortent de nulle part. Ils sont tous en omniprésence là au Moda Center. Et puis bon voilà, après hein, l'échauffement, le match arrive, nous on a mangé dans les coulisses à la cafétéria là, et puis après on se met en place et puis le match commence et puis là tu as les vrais échauffements, les présentations officielles, la sauce qui monte, c'est le spectacle à l'américaine, hein, tu connais. Et donc avec Dame Lillard qui vient terminer la présentation et puis c'est parti. Et justement, du coup, alors, tu parlais un peu que tu allais voir les joueurs dans les vestiaires, que tu avais les coachs en avant-match et en après. Et justement, un peu, quelle est ta relation avec les joueurs de Portland? Est-ce qu'il y en a qui t'es plus proche de d'autres, vu que ça fait maintenant quelques années que tu les côtoies, peut-être qui te remettent en place? Et quelle est ta relation avec un peu chacun d'eux? Et si tu peux nous décrire un peu une relation plus particulière qu'une autre? Honnêtement, j'ai pas de relation, je dirais pas de relation, personnelle avec ces joueurs-là, hein, parce que déjà je suis pas le journaliste, qui est le plus présent par rapport à eux. Alors évidemment, ils me voient au match, mais les journalistes comme Jason Quick, hein, qui est le mec pour l'Athletic, il y a Casey Holdall qui travaille pour l'équipe des Blazers, Joe Freeman qui est le mec de l'Oregonian. Enfin, ces gens-là, les beatwriters vraiment qui sont là présents tout le temps à Portland, mais aussi à l'extérieur, évidemment, ce sont ceux-là avec qui les joueurs ont le plus de relations proches. Et puis donc moi, je suis vraiment dans un deuxième cercle ici, voire un troisième, puisque je suis étranger. Et du coup, j'ai des contacts avec eux, Damian Lillard. De toute façon, tu peux parler avec tout le monde hein, dans les vestiaires. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu as ton accréditation, tu rentres et tu peux poser les questions que tu veux. Mais après, j'ai une relation plus particulière j'avais une bonne relation, par exemple, avec Scal, Labissière, parce qu'on parlait français un petit peu. Et donc ça, c'était amusant, parce que lui, il voulait parler français. Il est donc d'Haïti. Et bon, il est parti maintenant, il a été échangé. Mais du coup, on avait une bonne relation parce qu'il voulait parler français avec moi. Et puis bon, c'est pas le joueur qui était le plus demandé par les médias. Et donc, j'avais ce type de relation sympathique avec lui, avec évidemment Jalen cette année, qui est arrivé. Donc, quand il était là, Jalen, j'allais le voir tout le temps après les matchs pour discuter, prendre ses réactions. Donc, c'est toujours sympa d'avoir un Français, de pouvoir avoir. C'est un rapport plus direct, évidemment, hein, puisque. Il n'y a pas la barrière de la langue, même si il n'y a tu pas parles la anglais. barrière de la langue. Et puis même, culturellement, ils sont c'est plus relax. Les Américains, ils peuvent être relax, mais ils sont toujours dans la mode business, ils font leur truc et puis ils se cassent, tu vois. Je vois, par exemple, Damian Lillard, il est tout le temps vachement demandé. C'est un pur gars. Comparé aux demandes médiatiques qu'il a, il est super cool par rapport à tout ça parce qu'il a beaucoup de choses à assumer, mais il est toujours ouvert. Il va te faire des réponses argumentées, avec des vrais points développés et tout. C'est différent par exemple, je connaissais Russell Westbrook à OKC, Kevin Durant, ce genre de personnage. Alors Kevin Durant, ça allait encore, mais Russell Westbrook, tu sais très bien, c'est atroce pour un journaliste de travailler avec des gars comme ça, parce que tu peux leur poser des très bonnes questions, mais ils s'en foutent, ils vont te répondre en 3 mots, ou ils vont te répondre un truc bateau et qui ne te servira à rien. Donc voilà. Après, en termes de relations avec les Blazers eux-mêmes, j'ai des bonnes relations avec tout le monde. Simplement, je suis pas non plus dans les petits secrets parce que je suis pas assez proche d'eux au quotidien pour être dans les petites confidences comme ça.
Et tu le mentionnais aussi, tu as mentionné les quelques journalistes phares de l'équipe, Jason Quick, Casey, Oldal. Et est-ce que justement, tu as aussi une relation avec eux? Est-ce que par exemple, vous échangez sur votre manière de travailler, sur la différence peut-être entre le regard journalistique en France et aux États-Unis? Bah ouais, c'est pas le même, hein. Comme je te dis, ils ont pas le même rapport. Parce que eux, alors du coup, déjà, ils ont beaucoup plus de choses à écrire. Hein, ils ont beaucoup plus de trucs à faire que nous. Moi, je fais des choses en plus, pas forcément spécialement Blazers, hein, je suis à Portland. Et donc, je suis les Blazers. Mais moi, je travaille sur tous les joueurs. Et c'est un peu ce que je dis aussi quand on me demande. Moi, je dis toujours que je regarde tous les joueurs. Je regarde pas seulement les Blazers. Déjà, je regarde les Français avec un œil toujours attentif. Mais même les Européens, par exemple, Bogdanovic, j'adore Bogdanovic. Donc, dès qu'il vient Sacramento, je regarde Bogdanovic. Ou tu vois, j'ai des faibles pour certains joueurs. Donc, je regarde un peu comment ils jouent, comment ils se déplacent, comment ils réagissent, tous les petits détails, quoi. Donc voilà. Mais après, par rapport aux journalistes, c'est vrai que j'avais un bon rapport avec. Alors maintenant, il est à la retraite, il est parti. C'est Kerry Eggers, qui était un petit peu le vieux de la vieille, qui avait écrit il avait écrit des bouquins à l'époque de Clyde Drexler, tu vois, à l'époque des finales des 90, quoi, des années 90. Donc lui, il était très sympa avec moi, il était super cool, donc on échangeait pas mal. Après, avec Jason Quick, on échange un petit peu. Bon, après, je suis pas son pote, hein, mais on échange un petit peu quand on est assis à côté de l'un de l'autre. Et c'est marrant d'avoir ses remarques. Pareil, j'ai une bonne relation avec Kevin Pelton là, de ESPN, qui vient de Seattle, qui est super sympa. Alors lui, il est très timide, j'ai envie de dire. En tout cas, il est un peu dans son coin. Donc c'est pareil, moi je suis un peu dans mon coin, donc on essaie dans le même coin, de se mettre dans le même coin. Mais et puis voilà, j'ai quelques autres. J'ai un collègue aussi d'Israël, qui n'est pas un journaliste professionnel, mais qui vient aussi, qui a une accréditation et qui vient. Donc on a des bons échanges avec lui parce qu'il connaît le basket européen comme moi, donc on délire un peu sur l'Euroleague, sur les joueurs européens qu'on voit. Et puis bon, on connaît un petit peu d'autres joueurs. Et encore, ça revient sur la différence avec les Américains. C'est que nous, on a une vision plus globale, j'ai envie de dire, sans dire qu'on est mieux ou quoi que ce soit, mais il y a une approche qui est un peu différente. Et moi, je préfère quand même avoir cette approche-là. Sachant que moi, j'aime bien faire les interviews du coup avec des joueurs où je peux parler un peu plus longuement, quoi. Parce que dans les vestiaires, les journalistes, ils ont des rapports. Alors évidemment, c'est rapide, quoi. Et puis les meilleures questions, de toute façon, les meilleures questions, comme je te dis, c'est au shoot-around ou c'est dans les rapports privilégiés quand tu peux les avoir en 1 contre 1. Que ça soit au shoot-around ou en sortie d'entraînement ou même dans des situations encore plus particulières. Donc c'est vrai qu'il y a une différence par rapport aux Américains. Et puis après, bon, moi j'ai aussi lui, il n'est pas très connu, mais c'est un mec de USA, il travaille pour USA Today. Il fait un truc sur LeBron en particulier, Eric Gundersen, qui est un gars de mon âge, un gars de notre génération, avec Sean Aikin aussi, qui est toujours là. Donc, on a ce petit groupe aussi, voilà, où on discute un peu ensemble, on passe le temps ensemble des matchs, parce qu'on est souvent assis les uns à côté des autres. Donc, il y a une bonne ambiance. De toute façon, il y a aussi l'autre vieux journaliste, comment il s'appelle, qui est aussi sur NBC. Je me rappelle Dwight Jaynes. Voilà, Dwight Jaynes, exactement, et qui est le vieux de la vieille aussi, bien vu. Et donc lui, bon, je discute un petit peu, mais c'est pas non plus, c'est une autre approche en fait. C'est sûr. Et est-ce que du coup, un peu pour finir ce chapitre sur le Moda Center, est-ce que tu aurais eu une anecdote un peu particulière à laquelle tu aurais pu assister durant tes années? Ah bah alors, pour l'anecdote, en fait, j'avais plusieurs choses, mais du coup, pas forcément au Moda Center. Au Moda Center, après, le moment évidemment fatidique, c'était il n'y a pas longtemps, enfin, il y a 1 an, quasiment jour pour jour, hein, c'était le fameux shoot de Dame pour tuer le Thunder.
Donc là, évidemment, vivre ça en live, c'était assez dingue d'être là et puis de voir l'explosion de joie. Tout était assez fantastique, à la fois parce que la série elle-même était cool et puis le finish, quoi. C'était en apothéose, quoi. Donc ce moment-là était tout à fait particulier. Après, j'avais relevé sur ma petite liste, là, il y avait le dunk de LeBron aussi. Le dunk de LeBron, alors il y a deux parties sur ça. C'est que le dunk sur Nurkic? voilà, sur Youssouf, ouais. Et donc là, il était encore avec les Cavs. Et donc là, ce dunk-là, je m'en souviendrai toute ma vie parce que du coup, c'était assez incroyable la réaction. Et même, je l'ai vu sauter. En fait, moi, je voyais, de mon point de vue où j'étais, je voyais un petit peu la planche masquer un petit peu le dunk. Mais si tu veux, j'ai vu d'où il est parti, d'où il a sauté, d'où il a pris ses appuis. Et donc, de savoir le résultat, sachant d'où il était parti, sachant qu'il y avait Nurkic aussi en chemin, c'était assez hallucinant. Et la réaction du public était folle aussi. Donc, ce moment-là est marqué. Et l'autre partie, c'était justement la première de LeBron avec les Lakers. Si je dis pas de bêtises, son premier match, je crois que son premier match officiel, c'était à Portland. Et donc, il y avait tout le gratin, justement, d'ESPN, de ABC, de tout ce que tu veux. Tous les médias nationaux étaient à Portland. Et du coup, d'ailleurs, à l'époque, j'avais été… normalement, il y a 2 ou 3 endroits où ils nous placent, les médias. Et là, j'étais placé carrément tout en haut dans les plafonds, ce qui m'était jamais arrivé en 2 ans, 3 ans. Et ils m'avaient foutu tout en haut. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il n'y avait pas le gars de l'équipe avec moi, Maxime Mallet. Et bref, on était tous les deux tout en haut comme des pourris, là. Ils nous avaient mis derrière les bannières, quoi, parce qu'il y avait tout le monde. Mais je me souviendrai toute ma vie de ce moment parce que même d'en haut, j'avais vu le dunk de LeBron, le tout premier dunk, là, parce qu'il en a fait 2 de suite. Mais il y avait une action ou 2-3 actions de suite qui s'étaient Voilà, enchaînées. ouais, C'était une sacrée séquence. Il avait 2 dunks de suite, quasiment au début de match. Et on était là vraiment sur le cul. Et moi, du coup, d'en haut, je l'avais vu aussi avec une perspective assez particulière. Et du coup, je m'en souviendrai toute ma vie de ce truc-là aussi. Mais sinon, en termes d'anecdotes, j'avais une autre anecdote. Bon, ça, c'est à OKC, par contre. C'est un peu plus vieux. C'était avec Kobe. Et du coup, bon, RIP, hein, évidemment. Mais du coup, cette anecdote, ça m'avait marqué parce qu'il y avait un peu ce côté Jordan, quoi. Kobe, il était donc en fin de carrière. Je suis pas sûr. Je crois que c'était en 2012 parce que j'avais vraiment suivi jusqu'au final la série 2012. Et du coup, ils avaient battu les Lakers 4-1, si je dis pas de bêtises. Et du coup, Kobe, à la fin de la série ou après un match, je ne sais plus exactement, il était venu voir les petits jeunes, là, Russ, KD et tout ça, où en sortant voilà, de sa conférence de presse, il avait fait genre, mais c'est pour ça que je dis, il me rappelait Jordan, parce que moi je voyais Jordan mais en cassette, hein, je ne l'ai pas vu en vrai. Mais il avait ce look de gangsta, tu vois, il avait les lunettes noires, le costard, il était entouré de sa bande de… alors, il y avait les mecs des Lakers, mais il y avait aussi ses gardes du corps. Enfin, tu vois, il y avait tout un entourage. Une atmosphère autour. Voilà, ouais, il était venu voir KD et tout en leur disant genre… bien vu les gars, vous êtes la prochaine génération, ce genre de truc, tu vois, passage de témoin, enfin c'était assez une scène en coulisses, hein, parce que c'était vraiment derrière les… Mais j'étais là, je fais wow, c'est chaud, quoi. C'était plutôt un souvenir qui m'avait marqué, parce que je débutais en plus, donc c'était assez ouf de voir Kobe faire ce genre de truc. Pour la deuxième partie, centrer un peu plus sur la ville de Portland. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui n'ont pas forcément eu la chance d'y aller, moi non plus d'ailleurs. Et Portland un peu se veut être une ville un peu à part. C'est une ville à part, hein, c'est vrai. Il y a tout le monde qui connaît la fameuse expression Keep Portland Real. Et comment est-ce que tu peux nous décrire cette ambiance un peu particulière, surtout que tu as visité d'autres villes aux États-Unis? Comment est-ce que la ville se différencie des autres? Bah, déjà, moi je dirais que c'est alors Portland en particulier, mais le Nord-Ouest en général, Seattle aussi, c'est un petit peu comme ça. Je dirais que déjà il y a une ambiance particulière dans le sens où c'est des villes vachement nature, où il y a des arbres, il y a des parcs. Là par exemple en ce moment avec le confinement encore plus, je te dis, moi je suis dans mon jardin, j'entends les oiseaux, il y a des écureuils qui passent chez moi. L'autre jour, j'ai fait une balade un petit peu dans le quartier.
Je crois que j'ai vu un genre de coyote. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment de la nature un peu partout. Tu peux voir des blaireaux dans la nuit si tu traînes un peu. Enfin, il y a vraiment, non, mais enfin, je parle pas des blaireaux des gens, hein, des animaux. Du coup, enfin voilà, il y a ce côté déjà nature qui est vraiment fondamental. Et puis après, dans l'ambiance, je cite Bill Walton, mais si tu veux, Bill Walton, c'est un peu l'idée que à Portland, c'est une ville de hippies, entre guillemets, une ville voilà, où il y a cette culture de la côte ouest, où c'est relax, où on ne se prend pas trop la tête. Et puis, on aime la liberté, ce genre de truc. Donc, Portland, en tant que tel, c'est une ville quand même très progressiste. Alors un peu aussi très blanche, mais une ville où il y a beaucoup de choses à faire, très dynamique, beaucoup de parcs aussi. Donc c'est une ville assez moderne et puis en plus qui rappelle aussi quand même l'Europe d'une certaine manière pour cette ouverture d'esprit un peu plus large, hein, par exemple que ce que tu peux connaître au Texas, en Oklahoma, dans le sud des États-Unis. Bon, après, la côte ouest en général, Los Angeles, hein, c'est la même chose, évidemment. Mais non, mais c'est une ville qui est plutôt sympa et puis qui a une ambiance particulière, hein, vraiment, dans le sens où ils aiment justement cultiver cette différence, d'être un petit peu weird, d'être un petit peu bizarre, de faire des choses qui sortent un peu du commun. Et puis voilà, ils ont des initiatives, des petites idées, voilà, c'est sympa. Puis bon, il y a le côté aussi créatif. Il y a beaucoup de créateurs ici, de mecs qui font des. Il y a une scène de graffiti. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui rappellent aussi un peu l'Europe. Je pense, voilà, des villes comme Barcelone, un peu, il y a un peu de cette ambiance-là aussi parfois à Portland. Mais bon, c'est une ville sympathique. Et est-ce que la ville tourne beaucoup autour des Blazers ou où elle se détache quand même du sport? Bon, on sait qu'il y a aussi d'autres sports américains. Il y a le soccer notamment avec les Timbers et les Thorns. Mais est-ce que la ville tourne un peu au rythme des Trail Blazers ou non? C'est pas forcément l'activité principale. Moi, je dirais pas que c'est l'activité principale, mais c'est quand même l'équipe principale pour sûr, hein, parce que comme tu l'as dit, bon, ils sont quand même fans de foot. Hein, ils aiment bien s'appeler Soccer City. Parce qu'ils ont justement des bons résultats avec les Timbers ou avec les Thorns. Mais bon, quand même, les Blazers, c'est la fierté quand même de la ville, hein, en termes de prestige sportif. Donc, surtout depuis qu'il y a eu Dame, voilà, il a quand même fait passer l'équipe dans une autre dimension après la mésaventure Brandon Roy, justement, dont on parlait. Mais Portland, c'est quand même une ville qui a beaucoup comme je te dis, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, les gens aiment bien les Blazers, mais il y a tellement de choses à faire que je pense pas que ce soit un truc super central. Et donc, pour toi, ça serait quoi les lieux incontournables de Portland, mais aussi de la région en général, du Nord-Est, comme tu disais? Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs s'ils avaient la chance d'aller à Portland, les lieux à ne absolument pas négliger? À Portland même, dans la ville même, si tu veux, il y a plusieurs endroits. Comme je te disais, hein, il n'y a pas vraiment de centre-ville. Alors le centre-ville est quand même sympa pour certains trucs. Il y a notamment la fameuse librairie Powell's. Peut-être que tu en as entendu parler. C'était marrant d'ailleurs parce qu'il y avait cette saison-là. Ils ont fait, tu sais, comme c'est l'anniversaire de la franchise, ils ont fait les des 50 ans par décennie. Et la dernière décennie, donc la décennie 2000, il y avait un des frères Lopez, donc Robin, qui était interviewé et qui disait quel est l'endroit que tu regrettes à Portland, que tu aimerais. Et lui, il avait cité la librairie Powell's, parce que c'est là où il achetait tous ses mangas et tous ses bouquins. Et c'est vrai que si tu vas chez Powell, c'est assez hallucinant, parce que c'est une librairie, mais qui est sur 4 ou 5 étages, c'est super grand. Et du coup, tu as plein de bouquins et tu peux déjà en plus te gaver au niveau bouquin basket. Il y a pas mal de bouquins NBA, old school, que tu peux trouver. Et puis, donc, c'est super sympa comme endroit. Après, tu as dans la ville, moi, je recommande, en fait, c'est plusieurs streets, plusieurs rues, où en fait, tu as des quartiers sympas.
Et en général, en fait, tu as le nord-est, là où je suis, c'est Alberta Street, qui est la rue la plus sympa, où là, tu as beaucoup de bars, de restos, de trucs sympas où tu peux vraiment te poser. Dans le sud-est, c'est la même chose, mais c'est avec Division Street, la rue Division. Et puis, tu as Hollywood District aussi, qui est sympa. Et puis sinon, Mississippi Street. Voilà, c'est plus ou moins les quartiers que je recommande, si tu veux, dans le sens où, encore une fois, tu as ces endroits-là où tu peux traîner un petit peu avec des parcs aussi qui sont pas très loin. Donc, c'est des quartiers sympas. Et puis, ouais, le dernier truc que j'avais en note, c'est Voodoo Donut. Et ça, j'en parle parce qu'en fait, c'est un truc assez récurrent chez les joueurs NBA. J'ai noté les joueurs qui viennent à Portland, ils sont tout le temps, alors très souvent avec une boîte de Voodoo Donut quand ils repartent. Et c'est assez amusant parce que c'est une boîte rose, donc tu peux pas la rater avec écrit Voodoo Donut. Et alors, bon, j'ai testé évidemment, mais bon, c'est pas ouf. Mais visiblement, les Voodoo Donuts, ça plaît aux Américains. Ils ont la cote chez les joueurs NBA. Ouais. Du coup, ils vont souvent en chercher. Du coup, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Et si tu devais donner une seule raison à nos auditeurs pour qu'ils se rendent à Portland? Là, c'est le truc où je t'en ai pas parlé, mais pour moi, c'est la nature. Hein, vraiment, le mot-clé, c'est nature pour moi. Parce que je te dis, là, je t'ai parlé de Portland même, mais si tu sors de Portland et tu vas dans l'Oregon, tu as la côte pacifique qui est assez magnifique, la gorge de la rivière Columbia qui est fantastique aussi pour faire des balades. Tu as Bend, B-E-N-D, hein, attention, qui est un village, une ville dans le sud-est de l'Oregon, qui est fantastique aussi pour tout ce qui est extérieur. Récemment, j'ai testé enfin le ski de fond à Bend. Et du coup, il y a pas mal d'endroits à l'extérieur de Portland, dans l'Oregon, où tu peux vraiment t'éclater en termes de nature. Tu peux camper, tu peux faire du rafting. Il y a le Crater Lake, je ne sais pas si je l'avais dit. C'est un endroit monstrueux. C'est assez magnifique. Et du coup, pour moi, c'est vraiment le truc qui m'avait attiré à Portland. C'est à la fois d'avoir cette équipe des Blazers, mais de pouvoir sortir facilement et voir une nature que tu ne peux pas retrouver en Europe. Ouais, bien Emmanuel, tu nous auras fait un peu voyager durant ces quelques minutes ensemble. Tu nous auras fait découvrir un peu Portland et j'espère qu'il t'aura donné envie à nos auditeurs d'y aller. Et en espérant aussi que ce podcast un peu différent d'habitude vous plaira et vous donnera donc envie de vous rendre à Portland. Et avant qu'on termine, Emmanuel, dis-nous où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux et ainsi que lire ton travail. Je suis sur Basket USA et Basket Europe depuis un certain temps. Voilà. Et puis, grosso modo, je suis sur Twitter, Emmanuel Laurin. Je crois que mon handle, comme on dit, c'est Manu Laurin. Et voilà, après, en ce moment, du coup, c'est surtout du rétro qu'on fait. On fait beaucoup de rétro. Je travaille justement sur un truc sur les Warriors de l'épopée We Believe en ce moment. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Mais voilà, sur Basket USA, Basket Europe pour l'essentiel. Donc, n'hésitez pas à suivre Emmanuel sur Twitter et donc à lire ses papiers sur Basket USA ou sur Basket Europe. Je termine en saluant l'équipe du Ripcast, Florent et Adrien. Et on vous dit à très vite sur le podcast. Bye bye.